C'est parti, on va démarrer. Si jamais à un moment donné vous m'entendez moins bien parce que je suis loin du micro, il faut me le dire. Vraiment, c'est interactif, faites des gestes et tout ça. Il y a aussi un premier disclaimer qu'il faut que je fasse. Cette présentation, il y a pas mal de texte dessus. L'objectif, c'est pas que vous lisiez parce que je vais parler par-dessus. C'est juste parce que derrière cette presse, on a fait en sorte que vous puissiez la récupérer chez vous pour pouvoir faire du branding par vous-même. C'est un vrai support d'exercice en fait. C'est ça l'objectif. Et on filme pour une rediff YouTube. Si jamais il y a des trucs qui manquent dans la présentation, vous aurez YouTube pour revoir ce que j'ai raconté, peut-être comme une connerie ou je sais pas, et vous faire un avis et réutiliser ça pour bosser sur votre image de marque. Alors, je me présente, je m'appelle Alban Mezzino. On a monté Mental Breakdown, un studio de branding avec Johan qui est juste là, l'année dernière. Et en fait, l'objectif derrière ce studio, c'est de rendre le monde du branding moins opaque. On s'est rendu compte en fait que les gens, quand ils achetaient du branding, ils savaient pas ce qu'ils achetaient, ils savaient pas ce qu'ils allaient avoir dans le package, et puis derrière tout ça, ils savaient pas s'ils en avaient pour leur argent ou pas. Du coup, on s'est dit, ça serait peut-être bien de faire les choses dans l'ordre et permettre aux gens en fait de comprendre comment communiquer correctement, comment faire du branding, qu'est-ce que c'est, éclater la bulle et voir ce qui se cache derrière tout ça. Du coup, l'objectif de ce soir, c'est de faire tout ce que nos concurrents entre guillemets détestent qu'on fasse, c'est-à-dire révéler des secrets. C'est un peu comme si on était des magiciens et qu'on révélait tous les tricks, c'est un peu ce soir. L'objectif, c'est que vous puissiez comprendre tout ça par vous-même pour réutiliser le truc chez vous, pour l'acheter auprès d'autres personnes. Vous n'êtes même pas obligé de venir nous voir. L'objectif, c'est vraiment de rendre le monde du branding moins opaque, en fait. Et du coup, on va faire ça au travers d'une grande question qui est comment devenir impossible à ignorer grâce au branding, parce que c'est ça un des objectifs profonds du branding. Pour faire une intro là-dessus, on va parler de Steve Jobs, parce que vous le connaissez tous. Ce qui est marrant avec ce personnage, c'est que c'est à la fois quelqu'un qui humainement était totalement méprisable parce qu'il était horrible avec les personnes avec qui il était, genre à bosser dans sa boîte, et ainsi de suite. En termes de manager, il était atroce. Mais en même temps, c'est une des personnes qui est peut-être les plus respectées depuis les années 2000 pour ce qu'il a apporté à Apple. Et des fois, il y a des personnes qui vont le comparer à un espèce de successeur d'Einstein dans de l'innovation. Donc c'est incroyable de se dire qu'en fait, d'un côté, cette personne humainement, certains la considèrent comme une pourriture et d'autres vont dire qu'en même temps cette personne était juste un génie fou, incroyable, qui a apporté énormément à l'humanité. Parce que Steve Jobs, j'ai gambergé là-dessus et je me suis dit en fait, qu'est-ce qu'il a capté Steve Jobs que personne d'autre a capté? Globalement, en fait, le truc qu'il a fait depuis la nuit des temps, depuis qu'il a monté à Apple, en fait, c'est bien comprendre ce que c'est que le branding et ce que ça apporte. Et du coup, ce soir, l'objectif, c'est pas que vous deveniez Steve Jobs, que vous montiez Apple. L'objectif, ça va être de comprendre ce qu'il a compris ensemble et potentiellement l'utiliser derrière. Donc déjà, pour commencer à parler de branding, on va faire un truc, on va essayer de démonter ce que le branding n'est pas en fait, parce qu'il y a beaucoup d'a priori là-dessus. Souvent, quand on parle de branding, les gens vont penser à c'est un logo, c'est une charte graphique, c'est un produit ou un service. Dans le fond, le branding, en fait, c'est pas du tout ça. Mais genre vraiment pas du tout. C'est rien de ces trois éléments-là. Donc, premièrement, un logo, quand on parle de logo, ce qu'on veut vraiment dire, en fait, c'est trademark. Les gens utilisent le mot logotype alors qu'ils veulent dire trademark. Trademark, en fait, c'est un signe distinctif qui est composé de mots, de fait de lettres personnalisées. Et l'objectif de ce trademark-là, c'est de faire en sorte d'imprégner dans la mémoire des gens un symbole qui va rester, en fait. C'est un point d'ancrage, ce truc-là. Si on a gardé le mot logo, c'est parce qu'on trouvait ça stylé, c'est facile à prononcer, c'est plaisant quand on le dit et ça marche dans la plupart des langues. Mais du coup, ce qu'on veut dire réellement, c'est pas le logo, c'est trademark. Et un trademark, du coup, ça peut être bien plus qu'un logo, ça peut être un symbole, un monogramme, un emblème. Par exemple, IBM, le logo, enfin vraiment le trademark, c'est un monogramme, c'est un trademark, mais c'est pas un logo. Nike, c'est un symbole, c'est un trademark, mais c'est pas un logo. Donc ça, c'est le premier truc qu'on défonce sur les a priori du branding de manière générale. Votre marque, c'est bien plus qu'un logo, et en plus, quand vous dites logo, c'est même pas ce que vous voulez dire. Derrière, il y a la charte graphique. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, quand ils viennent acheter du branding, en fait, j'ai besoin d'un logo, j'ai besoin d'une charte graphique, il faut qu'on change nos couleurs, nos typos. Ça marche pas comme ça, en fait. Le branding, c'est bien plus que ça. Une charte graphique, c'est simplement l'uniformisation de codes, de règles visuelles la plupart du temps, mais ça peut être sonore aussi, d'établir une charte sonore. Par exemple, le son de Netflix, tout le monde l'entend, l'a en tête. Il y a des chartes aussi pour ça, pour véhiculer le feeling qu'il y a derrière. Et du coup, dans le fond, tout ça, c'est juste un système d'identification. C'est un truc qui permet de rationaliser des codes qu'on va réutiliser derrière dans le temps pour produire de nouveaux contenus et ainsi de suite. Tout seul, uniformiser des codes, c'est un outil en fait. Ça reste un outil, mais c'est pas une marque, c'est pas du branding. Et le troisième élément dont on entend souvent parler, ça va être des produits ou des services. Le branding, c'est bien plus que ça.
En fait, ça, c'est une déformation, un abus de langage qui vient du monde du marketing. De manière générale, les gens qui parlent de gérer leur marque, ce qu'ils veulent réellement dire, c'est gérer leurs produits et plus précisément, faire le marketing de leurs produits. Parce qu'en fait, gérer une marque, c'est bien plus profond que tout ça. Gérer une marque, c'est cette idée de créer une espèce d'aura, une force invisible autour aussi bien d'un produit, d'un service, que d'une communication, que d'un tweet. C'est faire en sorte que tous les éléments sur lesquels on communique, tout ce qu'on véhicule au travers de notre marque, ça ait un sens, ça ait une cohérence en fait. Du coup, avec tout ce qu'on vient de dire là, on peut se dire que finalement, le branding, c'est pas tellement ce que nous on définit, c'est peut-être plus ce que les gens en disent en fait. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre ce soir, c'est que dans le fond, on parle d'image de marque, parce qu'en fait, l'image, c'est pas l'image qu'on a de nous dans notre tête quand on crée la marque. L'objectif, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui voient la marque aient à peu près la même image en tête. Et du coup, c'est ça le truc, c'est de se dire qu'est-ce que les gens vont en raconter et comment je fais pour créer cette image commune dans la tête des gens. Donc maintenant, on va passer à ce que c'est réellement une marque, on va dire. Une marque, il y a deux définitions qui sont très intéressantes, données par deux grands pontes du branding. Le premier, c'est Martin Neumeyer, donc un gars qui a aidé notamment Apple et Steve Jobs à bosser sur le branding, qui a écrit plein de bouquins qui sont magiques, lisez-les tous, franchement, c'est incroyable. Et la deuxième personne dont on va parler après, c'est Brian Collins. Vous le connaissez sans le connaître. C'est le gars qui a monté l'agence, qui a fait l'image de marque de Dropbox, de Spotify, de toutes ces grosses boîtes-là, qui sont très connues et qui marquent vraiment les esprits. Du coup, on va commencer avec la première définition. La première, du coup, c'est une marque, c'est le sentiment partagé d'un groupe de personnes par rapport à un produit, un service, une entreprise, une entité, en fait, de manière générale. Par exemple, si on prend le personal branding, imaginons mon personal branding à moi. Je suis l'entité dont on parle, mais derrière, la marque, ça va être le sentiment partagé que vous aurez de moi. Et c'est ça, ma marque. C'est ce que vous pensez de moi et parce que moi, je dis de moi. Ensuite, la deuxième définition qui peut être très intéressante parce qu'elle prend les choses sous un autre angle, c'est qu'une marque, c'est une promesse qui est délivrée de manière systématique dans le temps. Du coup, à partir de ces deux définitions-là, donc un sentiment partagé par un groupe de personnes à propos d'une entité donnée et une marque délivrée de manière, une promesse, délivrée de manière systématique dans le temps, on peut, pour essayer de faire un bon branding, se poser deux questions. C'est comment on crée ce sentiment partagé, comment on crée l'image qui est partagée collectivement par tout le monde dans leur tête, et comment on définit, on délivre cette promesse dans le temps. Du coup, pour répondre correctement à ces deux questions-là, ça va être un moment un peu méta, il va falloir se poser une autre question qui est peut-être plus importante encore, c'est comprendre ce que c'est que le branding dans la profondeur. C'est quoi le but profond du branding? Pourquoi on fait du branding? Parce que ça existe depuis la nuit des temps. L'objectif du branding, c'est de créer de la confiance. Et le branding, ça existe depuis la nuit des temps, au moment de l'Empire romain, par exemple. Si on prend cette pièce-là, avec la tête de César dessus, c'était du branding à l'époque. Donc déjà, il y a un premier aspect, c'est le personal branding. On se dit, César vient d'accéder au pouvoir, on va récupérer toutes les pièces de l'Empire, on va toutes les faire refondre, et on va mettre sa tête dessus. Donc c'est du personal branding, ça dit, il y a un nouvel empereur. Mais ça va aussi plus loin que ça. C'est que derrière, si jamais on fait refondre toutes les pièces et qu'il y a un empereur random qui dit, moi je veux plus qu'il y ait de tête d'empereur sur les pièces, il n'y a plus rien, il n'y a plus de symbole, tu as juste un bout de métal qui est fondu et tu l'échanges. Et ben le problème qui se passerait dans la rue au moment, si j'étais un Romain, là maintenant, j'essaierais d'échanger mes pièces avec les gens. Le souci c'est que quelqu'un qui voit un morceau de métal aplati, il pourrait me poser la question de, mais en fait, ton morceau de métal là, est-ce qu'il a de la valeur sur le marché? Est-ce que si je le récupère pour te donner des saumons par exemple, et ben je vais pouvoir ensuite le réutiliser avec d'autres personnes pour rééchanger cette pièce de monnaie? Là, il pourrait se dire non, il va se mettre à douter, il va douter de vous, il va douter de la pièce, et finalement, il n'y a pas d'échange qui est possible. Donc le branding, le fait d'apposer ce genre de symbole sur des éléments, ça va permettre en fait de directement accéder à la confiance et du coup à l'usage, parce qu'on va donner confiance en un élément dans lequel tout le monde a confiance en société, ce qui fait qu'on arrête de se poser la question de est-ce que cette pièce-là, elle est vraie, est-ce qu'elle a de la valeur? On va plutôt se dire ok, contre quoi je l'échange? Et du coup, ça permet de faire des raccourcis énormes, le branding, par un biais de confiance en fait. Par exemple, on va prendre un exemple quotidien que vous connaissez tous. On va imaginer deux types de cartes bancaires différentes. La carte A, on a des logos dessus, et la carte B, on a d'autres logos dessus. C'est laquelle carte que vous choisiriez comme carte où vous avez le plus confiance? La A ou la B? A? Ouais, tout le monde A? Pourquoi? Pourquoi on a choisi la A? Parce qu'en fait, sur la A, on reconnaît le logo d'Apple, de Goldman Sachs, de Mastercard. Tout le monde connaît ces entités-là et tout le monde est d'accord pour dire qu'en société, ça a de la valeur de leur faire confiance. De manière générale, qu'on croit ou pas dans la marque, on sait que derrière, ça aura une valeur marchande.
Alors que Pineapple, Ananas, enfin, c'est quoi ces marques-là, la Supercard, ça n'existe pas. J'ai pas confiance là-dedans. Je vois un banquier qui me propose ça, je me dis que je change de banque ou de banquier et je fais plus confiance à cette personne de ma vie, en fait. Et c'est à ça que ça sert. Le branding, ça sert à avoir confiance dans des éléments donnés. Ça, c'est du coup du côté du consommateur. Maintenant, il va falloir se demander, nous, comment on fait du côté où on crée des marques. Donc, on va repartir d'une définition. C'est la définition de Brian Collins. Donc, c'est une promesse délivrée de manière systématique dans le temps. On va essayer d'en faire un schéma un peu claqué, mais qui aide à mieux comprendre les choses. Concrètement, ce qu'on voit là, c'est que pour avoir une marque qui dure dans le temps, il faut constamment dépasser les attentes du consommateur. Si les attentes du consommateur sont pas atteintes, il n'a pas confiance en nous. S'il n'a pas confiance en nous, il nous suit pas dans le temps, la marque, elle meurt. Si jamais il a confiance en nous parce qu'on atteint ses attentes et potentiellement on apporte plus de choses, là on est dans la zone de confiance et du coup, potentiellement ils nous suivent à vie comme des gens qui vont avoir des iPods, des iPhones, des AirPods, des Mac, des HomePods, enfin qui vont avoir une pléthore de produits par une marque qui s'appelle Pomme quand même. Et là, c'est là qu'on voit que c'est très fort le branding si on arrive à bien faire les choses. Du coup, il y a un modèle qu'il faut qu'on arrive à déconstruire là maintenant, ce truc de vendeur d'aspirateurs ou de tapis dans les années 70 aux US où on présente des caractéristiques produits, les bénéfices d'un produit et le prix d'un produit, c'est pas du branding, c'est de la vente et en plus elle est même pas bien faite. Ce qu'il va falloir changer, c'est ça, il va falloir se dire comment on fait du branding, c'est quoi le branding? Eh ben, un bon branding, ça va être des éléments qui sont symboliques, captivants et qui sont gages de confiance. Quand vous voyez des logos que vous reconnaissez partout, vous pouvez vous dire « je connais cette marque, j'ai confiance en elle parce que je vois cet élément symbolique captivant » comme la pièce qu'on a montrée tout à l'heure. Et du coup, plutôt que de douter de la marque ou aller la chercher sur Internet ce qu'elle fait, je sais que là, j'ai vu le logo Levi's, il y a un magasin Levi's, je vais acheter mes fringues chez Levi's parce que j'achète tout le temps mes fringues chez Levi's. C'est ça, cette idée, c'est de faire un raccourci qui permet directement de passer à l'action. Du coup, en parlant d'éléments symboliques captivants, on va faire un petit test. C'est quelle marque? Apple, ok. Nike, ok. Coca-Cola, Ikea, Disney. Tout le monde a reconnu les logos qu'il y a là, alors qu'on a zoomé je sais pas combien de fois dessus. Il y a peut-être, genre Coca-Cola, franchement, je pense qu'on voit 1/8 du logo. Mais vous savez ce que c'est? Parce que c'est un symbole qui est distinctif et ça fait longtemps qu'on vous y a exposé, en fait, et il n'a pas changé. Du coup, vous les avez tous reconnus parce que il y a un truc que toutes ces marques ont compris, c'est que être unique, c'est être charismatique. Et une marque qui est charismatique, c'est une marque qui n'a pas de substitut sur son marché ou quasiment pas. Genre, si on fait des substituts de toutes les marques qu'on vient de voir, Apple, tout le monde va penser peut-être Microsoft, Nike, Adidas, Coca-Cola, Pepsi, Ikea. Là, ça devient plus compliqué, on cherche un peu. Disney. Là, ça dépend du marché sur lequel on est. Apple TV pour Disney+, par exemple. Parc Astérix pour Disneyland, par exemple. Du coup, globalement, on se dit, OK, c'est fort quand même ce qu'ils ont fait, parce qu'on a genre quoi 2-3 marques à chaque fois à laquelle on va penser. Quand on pense à Disney, on pense à 2-3 autres marques, pas plus. Du coup, on va revenir à nos moutons, on va se dire, OK, maintenant que c'est démontré la puissance du branding, qu'on est tous là à se faire manipuler tout le temps, comment on fait ça? En fait, il va falloir du coup répondre aux deux questions qu'on a vues tout à l'heure. Donc, comment créer ce sentiment partagé, comment définir et délivrer la promesse de manière systématique dans le temps. Et pour ça, il y a 7 étapes. Donc là, je vais faire encore un disclaimer. Il y a 7 étapes selon nous chez Mental Breakdown. Dans le sens où nous, on a une vérité, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Donc, il y a d'autres gens qui ont écrit d'autres trucs sur le sujet. Nous, ça fait 2 ans juste qu'on essaie de rationaliser ce qui se passe dans le monde du branding pour l'exposer à tout le monde et donner une méthode. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'une, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise non plus. C'est à vous de voir et de vous renseigner sur le sujet de manière générale. Et je préfère dire ça pour la justesse du propos. Du coup, on va prendre les 7 étapes. Je vais les passer toutes une par une. Et ensuite, je vais revenir dessus et expliquer ce que ça donne, pourquoi on fait ça, en quoi ça a du sens, et ainsi de suite. Donc, d'abord, il y a l'audit de marque. Ensuite, on a la stratégie de marque. Ça, souvent, les gens ne savent pas trop ce que c'est, ou alors ils ont peut-être entendu parler, mais c'est rare. Ensuite, on a le territoire de marque. Là, il y a plus de personnes qui commencent à savoir ce que c'est. C'est du positionnement un peu. Ensuite, il y a la plateforme de marque. Ça, c'est un truc qui est devenu stylé grâce à des startups qui parlent tout le temps de leur propre plateforme. Là, on a ça, c'est trop bien, on sait faire du branding maintenant. Du coup, on commence à en entendre parler un peu plus. L'identité de marque, là, tout le monde voit un peu ce que c'est parce que c'est le logo, charte graphique, c'est les trucs visuels qu'on retrouve tout le temps. Les brand guidelines, là, souvent, c'est les marketeurs qui connaissent ce que c'est parce que c'est eux qui les utilisent. Et à la fin, il y a le brand pitch. Ça va parler plutôt aux personnes qui vont chercher des investisseurs.
Du coup, je vais revenir sur tous les éléments, je vais expliquer pourquoi, enfin déjà ce que c'est et en quoi ça a de l'importance de les mettre dans cet ordre-là. L'audit de marque, pour faire un bon audit de marque, il va pas falloir aller voir quelqu'un qui va vous dire « Ah, je vais étudier ta marque, je vais te dire ce que j'en pense de ta marque. » Il va te dire « Ok, j'ai vu tout ça de ta marque c'est ça, j'en pense ça, faut faire ça comme ça. » Ça, c'est un mauvais audit de marque. Le bon audit de marque, c'est le fait de poser des questions, d'avoir une discussion, un échange. Est-ce que je peux enlever le micro et vous me dites si c'est pourri quand je parle sans, parce qu'en fait, je peux pas bouger mes mains, je parle énormément avec. Ça vous dérange ou pas? Non? Ok. Du coup, vous m'entendez bien? Ok. Un bon audit de marque, c'est un audit de marque où on va, établir une discussion avec le client. L'objectif, c'est de faire en sorte que il puisse définir l'île de là où il est actuellement, l'île de son image actuelle, et l'île désirée où il veut arriver, où il veut emmener sa marque. L'objectif, du coup, c'est de faire ça au travers de l'audit de marque. Et pour le faire, il va falloir poser toutes les questions chiantes auxquelles il n'a pas pensé, le pousser dans ses retranchements, le challenger en permanence pour se dire, OK, à quoi t'as pas pensé? C'est où tu veux aller et c'est quoi qu'il y a maintenant? Comme ça, on visualise les deux îles, là où on est, là où on veut aller. Et les 6 étapes qui suivent, c'est construire le pont qu'il y a derrière. Le son, ça le fait toujours? Ouais? OK. Du coup, c'est le moment où on va passer à la stratégie de marque. Ça va être la première étape pour essayer de construire le pont, en fait. La stratégie de marque, c'est le moment où on va essayer de définir notre but fondamental, notre vision, notre mission, nos valeurs. Finalement, l'âme de la marque, en fait. C'est le truc qui est le plus long terme, on va dire, qui a le moins de chances de changer dans le temps. Et c'est ce truc qu'on va devoir faire évoluer au fur et à mesure, mais qui va permettre de poser les fondations de la marque. Ensuite, on a le territoire de marque. Il faut voir ça un peu comme une grande cour de récréation dans laquelle, vous voyez où sont les différents groupes. Vous voyez aussi où sont vos concurrents qui vont essayer d'aborder potentiellement les mêmes groupes que vous. Et du coup, l'objectif, ça va être de se dire, OK, comment j'attaque ces groupes-là? Comment je rentre dedans sans les faire chier, en faisant en sorte qu'ils m'acceptent dans le groupe et en faisant en sorte que mes concurrents galèrent un peu plus à y aller que moi, on va dire. Ça, c'est ce qu'on va définir dans le territoire de marque. On va faire du coup l'étude de la concurrence. C'est le moment aussi où on va définir le positionnement. Donc, on étudie la concurrence, on voit où les autres se mettent dans la cour de récré, on voit nous là où on veut aller. Et le fait de pouvoir choisir le bon spot, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, des fois qui révèle à nous, et ben en fait, c'est la stratégie de marque qui va nous permettre de faire ça. La stratégie de marque, ça va agir un peu comme une espèce de boussole interne qui fait, en fait, c'est ce spot-là, c'est pas les 3 autres à côté, parce que c'est là où ça a du sens, et notre âme, l'âme de notre marque, notre boussole, elle nous dit qu'il faut aller là, parce que c'est là où ça résonne avec nous. Une fois du coup qu'on sait notre positionnement très long terme, le moyen court terme avec le territoire de marque, on peut passer à une phase où on pose les choses, parce qu'on a là-dedans défini, articulé tout un tas de trucs. Il va falloir rendre tout ça intelligible pour diffuser ça en interne et potentiellement même en externe à des ambassadeurs de la marque. Donc quand vous voyez des influenceurs, par exemple, ce document-là, une marque qui fait les choses bien devrait leur donner pour qu'ils comprennent ce qu'elle est la marque vraiment en son cœur, ce qu'ils doivent partager, s'ils adhèrent ou pas au truc, plutôt que juste partager parce qu'ils récupèrent de l'argent derrière. Du coup, une fois qu'on a posé tous les éléments là-dedans, qu'on a partagé notre document en interne et que tout le monde sait pourquoi la marque existe, quelle valeur elle apporte, quelle histoire elle raconte, et là, du coup, on va voir l'identité de marque et là, on va pouvoir faire les choses bien et faire un logo qui a du sens, au sens de feeling, pas au sens de sens logique. Par exemple, Apple, ça s'appelle Pomme, le logo, c'est une pomme, et ils vendent des ordinateurs, des iPhones et ainsi de suite. Si vous allez sur Google Images et que vous tapez Apple en anglais, vous voyez pas des pommes, vous voyez des ordinateurs. Du coup, il n'y a pas besoin d'appeler sa marque ordinateur si tu veux vendre des ordinateurs. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un sens logique derrière un logo, derrière un nom de marque. Là, le moment, ça va être d'essayer de définir en fait des codes qui permettent de véhiculer le bon feeling et que ce soit dans la justesse dans le feeling. Apple, ça marche dans le feeling pour ce qu'ils vendent en fait. C'est de dire, en fait, on va penser en dehors de la boîte, on va challenger le status quo. Du coup, appeler notre marque pomme alors qu'on vend pas des pommes, ça a peut-être du sens. Et c'est là où du coup les gens adhèrent et ça change pas en fait depuis très très longtemps. Ensuite, les brand guidelines. Donc une fois qu'on a notre logo, notre charte graphique, notre stratégie de marque, notre positionnement sur le marché, et ainsi de suite, c'est le moment là où on va se dire, ok, si on pousse les choses plus loin, si on a des marketeurs par exemple qui doivent produire du contenu et des commerciaux qui doivent récupérer ces contenus-là pour les mettre dans des plaquettes et ainsi de suite, et peut-être changer ça à l'arrache avant d'aller voir un client le lendemain. Comment est-ce qu'ils font ça s'ils savent pas ce qu'ils doivent produire comme style de contenu en fait, parce qu'ils n'ont pas les règles en fait. Et là, l'objectif c'est là-dedans de définir toutes les règles qu'ils vont utiliser. C'est si jamais demain je dois utiliser des photos stock pour un post LinkedIn, choisis quelles photos en fait. Lesquelles ont plus de sens avec ma marque? C'est quoi le feeling que je cherche à délivrer? Quand je fais un post Twitter, c'est quoi le ton de ma marque? Qu'est-ce que je raconte? Comment je le raconte? Pourquoi? C'est quoi l'histoire? Et ainsi de suite. C'est là-dedans qu'on définit tout ça et on donne tout ça aux équipes qui ont besoin de produire du contenu ou de partager des choses.
une fois qu'on a fait tous ces éléments-là, qu'on est arrivé au bout des 6 étapes, il y en a une dernière qui est optionnelle, entre guillemets, c'est la plupart du temps utilisée si on a besoin de lever de l'argent. La plupart, en fait, des boîtes qui ont levé énormément de thunes pour, je sais pas, monter leur start-up et ainsi de suite, la plupart du temps, on s'en rend pas compte, mais en fait, ce qu'ils infusent au-delà de dire c'est ça notre stratégie produit, on pense à faire ça dans le futur, c'est comme ça qu'on disrupte l'innovation du marché, tout ça, là, en utilisant des jolis mots buzzwords, et ben, ce qu'ils font tous, quasiment, quand on regarde les pitch decks qui sont accessibles la plupart du temps en libre accès sur Internet, et ben, en fait, ils parlent de branding, ils parlent de c'est quoi la vision de la marque dans l'avenir, c'est quoi le problème la solution qu'ils apportent à un problème qui aide l'humanité, entre guillemets. On n'est pas obligé de changer le monde en faisant du branding, mais la plupart du temps, c'est en partageant nos valeurs et ainsi de suite que ça crée vraiment de l'impact et que ça fédère les gens, qu'il y a une communauté qui se regroupe. Du coup, dans le brand pitch, l'objectif, c'est d'apprendre à partager ce qu'est notre marque, aussi bien en 30 secondes qu'en 3 minutes, qu'en 30 minutes, et à véhiculer toute l'histoire qu'on a articulée, définie dans les 6 étapes précédentes. Vous me suivez jusque là où ça fait trop d'infos? Ça va? Ok. Du coup, pour comprendre ces étapes-là, parce que c'est assez dense, on a repris une analogie qu'on a faite dans le guide du branding sur notre site internet. C'est pas pour faire de la pub gratos que je fais ça, c'est simplement parce que, encore une fois, enjeu de rendre le monde du branding moins opaque, on a écrit tout un guide qui donne plus de méthodes encore que ce que vous voyez là maintenant. Si je rentrais dans ce truc-là, il y en aurait pour 1h30, 2 heures de discussion. Donc en fait, vous pouvez récupérer le guide pour récupérer toute la méthode gratuitement, en fait, et derrière, mettre en parallèle avec ce document-là pour pouvoir faire ça chez vous et tester plein de trucs. Du coup, l'analogie qu'on a récupérée du guide qu'on a écrit, c'est l'analogie de la personne. On va imaginer un humain à poil. Et cet humanoïde-là, à la base, quand c'est une série d'humanoïdes comme ça qui n'a aucune caractéristique différenciante, on ne reconnaît pas qui il est. Si vous en mettez 50, on ne sait pas dans laquelle est votre marque. L'objectif, c'est de faire évoluer cet humain à poil, là, ce Pokémon, ce Sims, peu importe comment on l'appelle, en quelque chose qui ressemble un peu plus à nous. Du coup, on va parler du soi, et le soi, c'est ce que la marque, elle est vraiment en son cœur. C'est le moment où on va parler d'audit de marque, de stratégie de marque, c'est là où on va parler de vision, de valeur, d'histoire, ça va être définir qui vous êtes, en fait. Si on prend un humain, genre quand il naît, il a des parents, il a une histoire, on sait d'où il vient, au bout d'un moment il développe des goûts, il y a des trucs qui lui importent plus que d'autres, et puis il a des valeurs, il a des principes, il y a des choses sur lesquelles il sera intransigeant. C'est ça qu'il faut définir pour votre marque là-dedans. Parce que c'est ça qui fait vibrer tout le monde. Si jamais vous dites oui à tout le monde, que vous essayez d'être aimé de tout le monde, vous êtes aimé de personne finalement. Donc notre objectif ici, c'est de donner confiance, et du coup on va parler de symboles, parce qu'on parlait tout à l'heure de symboles captivants qui sont gages de confiance. Du coup, c'est le moment où en branding, on a de la chance. C'est pas comme un humain où quand tu nais, tu as des taches de rousseur ou alors des grains de beauté à certains endroits ou alors, je sais pas, un nez qui est fait de telle manière, ainsi de suite. Tu peux pas choisir ces trucs-là quand tu nais. Avec le branding, on a de la chance, tu peux le faire. Tu peux choisir ton trait de marque, ton slogan, tes couleurs, tes typographies, images, vidéos, ton humour. Tu peux choisir tout ça et les faire évoluer en plus. Donc c'est vraiment comme en étant dans les Sims où on dit à n'importe quel moment, je peux faire un cheat code. Ce qu'il faut bien comprendre avec tous ces éléments-là, tous ces symboles qu'on va définir pour une marque, pour qu'on puisse la reconnaître, c'est que du coup, comme je le disais tout à l'heure, ils n'aient pas besoin d'être porteurs de sens forcément. Il faut qu'ils soient porteurs de feeling avant tout, d'émotions, et que ça soit les bonnes, ça soit dans la justesse qu'on les choisisse. En même temps, du coup, ça va nous permettre de reconnaître la marque. Et il y a un élément qui est très important là-dedans, c'est le temps. C'est que si, imaginons aujourd'hui, je reste pendant les 20 prochaines années habillé comme ça, avec la même manière de bouger les mains tout le temps, la même coiffure, le même ton de parole, le même débit, ainsi de suite, et qu'un jour vous me croisez dans la rue, et que je parle exactement de la même manière, habillé de la même manière, ainsi de suite, il suffit que je vous ai assez impacté là maintenant pour que vous me reconnaissiez dans 20 ans. Le truc, c'est que si jamais, là demain, je m'habille en émo gothique et je change totalement de style, et puis le surlendemain, je m'habille en surplus militaire, et le surlendemain, je deviens un bobo bohème, et ainsi de suite. Enfin, genre, vous me reconnaîtrez pas parce qu'à chaque fois, je me déguise de manière différente. Donc l'objectif, ça va être de créer des éléments symboliques captivants, mais qui restent dans le temps. Parce que si on prend l'exemple, genre maintenant, là, peu importe la marque que vous voulez développer, là maintenant, tous les choix que vous allez faire aujourd'hui, ils vont impacter les 20 prochaines années. C'est pas pour vous faire stresser que je dis ça, hein, mais genre, ils vont impacter réellement les 20 prochaines années. Et si vous faites pas des choix conscients par rapport à votre marque tout de suite, bah en fait, dans 20 ans, si vous changez tous les 2 ans d'identité, vous avez perdu de l'impact tous les 2 ans, en fait. Alors que si vous gardez le même logo, le même slogan, le même trait de marque, enfin, j'ai dit logo, le trait de marque, ton humour, ainsi de suite, vous conservez toutes ces règles-là, bah en fait, dans 20 ans, on vous reconnaît toujours. Et c'est ça qui est important. Ensuite, il y a la personnalité. Donc maintenant, on sait, on va choisir en fait nos vêtements, on va choisir comment on s'habille, on va choisir quel sens on veut donner à ce qu'on projette auprès des autres. C'est le moment où on va vraiment parler d'image là.
Du coup, la personnalité, c'est le moment où on va essayer de dire, OK, notre image, pour la véhiculer, c'est pas seulement des symboles, c'est comment on les articule dans une histoire. C'est comment on parle de notre vision, comment on parle de nos valeurs, de nos histoires, enfin de là où on vient, de là d'où on vient, de nos origines, nos principes et ainsi de suite. On va essayer de parler de tout ça là-dedans et de l'articuler autour d'une histoire qui a du sens. C'est un peu comme se dire, au cinéma, si je prends le script du film, il peut y avoir 50 versions différentes, 50 réadaptations. L'objectif, là, c'est de choisir votre adaptation de votre film, en fait. Ça va être de dire dans quel ordre je raconte l'histoire, pourquoi je la raconte comme ça et pourquoi ça a du sens. Et donc, il va falloir pour ça se poser des questions comme qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et pourquoi ça a de l'importance. Tout de suite, si jamais vous créez une marque et que la réponse à pourquoi ça a de l'importance et il n'y en a pas, montez pas votre projet. Parce que si tout le monde s'en fout, ça sert à quoi? Même si si vous trouvez rien pour dire en quoi ça a de l'importance, si vous y croyez pas, pourquoi les autres y croiraient? Ensuite, il y a qu'est-ce que vous faites. C'est pas qu'est-ce que vous faites au sens de, si on prend une startup qui fait un software as a service, comme d'habitude, donc un produit digital en service, ensuite qui va le proposer à des utilisateurs, bah, si on lui demande qu'est-ce que vous faites, il répond ça, on fait un produit, il y a peu de chances que son branding marche et que ça avance. Si on prend Disney, il y a des parcs Disneyland, il y a Disney+, il va y avoir des jouets Disney. Si on dit, OK, qu'est-ce que fait Disney de manière générale, résumé en une phrase? Bah, en fait, Disney, ils essaient d'apporter de l'émerveillement, de la féerie et du bonheur à tout le monde. Et du coup, c'est ça qu'il faut que vous définissiez, vous, pour votre marque. Qu'est-ce que vous apportez au monde? Qu'est-ce que vous faites? Et ensuite, on peut passer aux interactions. Et du coup, là, c'est le moment où ça devient un peu fun. Les interactions, de manière générale, c'est les échanges qu'on va avoir avec une marque et tous les bénéfices qu'on va en retirer. Du coup, si on met plusieurs interactions bout à bout, on comprend très vite qu'en fait, ça donne une relation. Et une relation, c'est ça qui permet d'établir le lien de confiance. Du coup, vous devez absolument trouver un moyen d'établir une bonne relation avec des gens. Ça veut dire que vous déjà devez pas faire un monologue, mais potentiellement rentrer en empathie avec eux pour pouvoir avoir un échange, une discussion. C'est pour ça que beaucoup de marques essaient d'avoir, par exemple, une communauté. Parce qu'une communauté, en fait, c'est pas des gens qui vous écoutent, c'est des gens qui réagissent et qui vous parlent ensuite. Du coup, une relation agréable, c'est cohérence, honnêteté, empathie, émotion. De manière générale, si vous pensez à votre meilleur ami, il y a des chances qu'il remplisse à peu près les quatre cases. Parce que c'est une personne qui va être cohérente dans ses paroles, mais dans ses actes aussi, et dans ce qu'il dit qu'il va faire et ce qu'il fait réellement derrière. Il va y avoir aussi de l'honnêteté, parce que quelqu'un qui vous ment pendant 20 ans, c'est compliqué au bout d'un moment d'accorder votre confiance et du coup de rester ami avec. De l'empathie, si jamais il rentre pas en empathie avec vous, vous rentrez pas en empathie avec lui, ça va être compliqué d'avoir une relation sur le long terme. Et si jamais c'est basé sur tout sauf de l'émotion, bah, c'est compliqué d'entretenir pareil une relation. Du coup, avec tout ce qu'on vient de voir, on peut se dire finalement que tout ce qui compte, c'est le ressenti en fait, et pas les faits. C'est pour ça que votre meilleur ami, il peut faire une boulette demain qui vous saoule, et peut-être s'excuser de la bonne manière, après faire en sorte que vous restiez meilleur ami encore pendant les 20 prochaines années. C'est pareil pour votre marque. C'est pour ça que si vous faites des boulettes, vous avez le droit aussi à l'erreur, et derrière, c'est dans la relation que ça se corrige en fait. Du coup, si on fait une grosse pause maintenant et qu'on résume tout ce qu'on a vu, un bon branding, c'est d'abord essayer de bien se connaître, ensuite faire correspondre son image à soi, et essayer de la maintenir dans le temps. Et c'est ça le truc qui est le plus dur, c'est que maintenir ça dans le temps, bah, ça prend du temps, ça s'arrête jamais, chaque interaction compte, et en plus la première tout particulièrement. Parce que si votre marque fait on imagine un humain là, quand vous faites une poignée de main à quelqu'un, quand il a les mains moites, qui fait une pince un peu bizarre, ça marche pas, il y a un truc qui colle pas, et après on rentre, on dit je le sens pas lui. Bah votre marque c'est la même chose quand vous parlez mal sur les réseaux sociaux, que les gens se disent mais c'est quoi ce truc, c'est la même chose. Du coup, faut soigner aussi la première interaction qu'a votre marque avec son public. Il y a Seth Godin qui fait des livres incroyables, qui est un marketeur de fou, je vous conseille de lire tout ce qu'il a fait. Il résume ça très bien en une seule phrase. C'est de dire en fait que les gens n'achètent pas des biens ou des services, ils achètent de la magie, des relations et des histoires. Et ça, c'est totalement vrai. Et en fait, ce que Seth Godin veut dire par là, c'est qu'en fait, les gens, ils achètent du branding. Ils achètent de la confiance. C'est pour ça que c'est un marketeur qui est aussi successful que, j'ai dit successful, c'est horrible, que Steve Jobs. Et bah, c'est parce qu'en fait, il a compris que le marketing bien fait, bah, en fait, forcément, ça se base sur du branding. Parce qu'on a quoi à partager, à produire si on propulse des trucs pour essayer d'attirer des gens ou d'aller vers eux. Si jamais il n'y a pas de matière derrière, ça n'a pas de sens. Du coup, pour essayer d'établir votre image de marque, il y a un truc qu'il va falloir comprendre, c'est que dans les années, quand vous allez essayer de la faire perdurer, de la créer, de la faire évoluer, ainsi de suite, vous allez passer par 3 phases forcément. En tout cas, j'espère pour vous, et peut-être boucler là-dessus. Les 3 phases, ça va être se connaître, se faire connaître, pour se faire reconnaître. Beaucoup de personnes, je sais pas, vont monter un produit et arriver direct à l'étape de « moi, je veux me faire reconnaître ».
Du coup, ils arrivent, ils vont vous voir et ils disent bah, pourquoi tu me reconnais pas, pourquoi c'est pas bien ce que je fais. Et tout le monde va faire ah c'est bizarre, enfin je te connais pas, t'as pas l'air de te connaître non plus et tu me demandes de te reconnaître, c'est chelou, il y a un truc qui colle pas. Du coup, c'est pour ça qu'il faut faire ces étapes dans l'ordre. L'objectif, ça va être de faire en sorte d'éviter cet écueil de chercher le like Instagram absolu entre guillemets et plutôt se dire ok peut-être que je sache qui je suis pour savoir pourquoi ça intéresse des gens, pour peut-être qu'à un moment donné ils me connaissent et peut-être qu'ils me reconnaissent parce qu'ils peuvent me faire confiance. Et du coup, on va essayer de faire les choses dans le bon ordre. Et pour faire ça, va falloir apprendre à se différencier, apprendre à être visible, à être plus crédible. Et du coup, faire tout ça, c'est quelque part dire qu'en fait, du branding, c'est l'art de combiner l'authenticité et l'extraordinaire, c'est-à-dire ce que vous êtes, et en même temps, ce que vous allez devoir projeter aux autres pour les attirer et faire le match entre les deux et que ça reste la vérité et que les gens viennent vous voir pour ça. Et c'est ça qui est très compliqué à faire. Du coup, on va passer à l'étape qui est souvent trop sous-estimée, du coup, c'est l'étape de se connaître. C'est le moment où on se dit, moi, je veux du like, et du coup, je vais poster des trucs, et du coup, il faut que derrière les gens, ils m'aiment. Du coup, je vais pas prendre le temps de me connaître, je vais pas faire de développement personnel à l'échelle d'une marque ou en perso. Du coup, pour apprendre à se connaître, il faut deux choses, de manière générale. On voit ça auprès des coachs en développement personnel, des relookers, des gens qui font du branding. Globalement, on fait la même chose, en fait. Même les psys, hein. C'est le même délire. À chaque fois, on essaie de vous apporter du recul parce que vous avez la tête dans le guidon. Et l'objectif, c'est de le faire au travers de la méthode, parce que s'il n'y a pas de méthode, pourquoi je t'aiderais plus que quelqu'un d'autre? En fait, j'ai pas d'expertise sur le sujet et je peux pas te prouver que ça marche. Du coup, on va parler de deux choses. Donc, la prise de recul, ça, c'est dans l'audit de marque. Et donc, on va pas trop en parler là maintenant, parce que l'audit de marque, c'est très personnel. Il faudrait que j'aille vous voir un par un et que je dise, OK, je vais te poser des questions chiantes pour du coup essayer de savoir ce que t'as pas fait bien et tout ça. Enfin, la galère, on va pas faire ça maintenant. On va faire de la méthode. On va chercher de la méthode qui correspond du coup à ce qu'il y a dans la stratégie de marque. Et c'est marrant parce que parler de stratégie de marque, c'est de parler du coup de ce que font pas les gens en perso, se connaître en fait. Et souvent, vous savez pas ce que c'est de la stratégie de marque parce qu'il y a personne qui essaie de le faire, parce que personne essaie de se connaître, parce que tout le monde veut l'identité, veut le logo, veut qu'on les reconnaisse. Donc là, ça va être pire que tout à l'heure. Il y a plus 7 étapes, il y en a 17 et ça devient atroce. Ces 17 étapes-là, plutôt que de rentrer dans la profondeur et essayer de, en 10 minutes, vous résumer tout ce qu'il y a dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'être synthétique, bien articuler le truc, et on pourra revenir dessus après avec des questions s'il faut. L'important, c'est de comprendre que là-dedans, il y a 4 gros piliers. Les 4 gros piliers, c'est focus, différence, tendance et communication. Globalement, dans les 17 étapes, on va prendre ça à peu près dans l'ordre, et je vais vous expliquer à quoi ça sert tout ça. Le focus, c'est le moment de... Enfin, la concentration, c'est essayer de trouver la justesse dans votre projet, dans votre marque. C'est de dire, qu'est-ce que je dois virer parce que personne ne comprend ce que je fais, parce qu'il y a trop de trucs, trop de fioritures. Donc, je vire tous ces trucs-là. Et en même temps, qu'est-ce que je dois ajouter qui apporte plus de sens parce qu'en fait, c'est le truc juste à faire pour ce que j'apporte comme valeur aux gens. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est là que c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a de la méthode derrière pour essayer de faire le tri, le balayage là-dedans. Une fois qu'on sait ça, ce qu'on peut apporter potentiellement à l'humanité ou juste à 2 personnes, peut-être, je sais pas, c'est important quand même, et ben, il va falloir se dire, OK, comment je me différencie, en fait, parce que ça sert à enfin, il y a un prof qui me disait ça en DUT, il sortait tout le temps des punchlines incroyables, et il disait, ça sert à quoi d'être génial si tu sais pas l'expliquer? Et là, c'est à ça qu'on essaie de répondre au travers de la différenciation, en fait. C'est le moment où on va se dire, OK, j'ai peut-être un truc de ouf entre les mains, je peux aider plein de gens, mais du coup, il faut qu'ils me reconnaissent pour ça. Il faut peut-être qu'à un moment donné, ils puissent comprendre qui je suis, juste me voir, peut-être même, enfin, qui voient que je sois là et que je fasse, je peux vous aider, en fait. Du coup, c'est le moment de parler de différence et c'est le moment d'essayer d'établir ce qui va leur permettre de vous reconnaître dans la rue, en fait. Une fois qu'on a fait ça, va y avoir les tendances, parce que c'est bien de savoir, du coup, qui on est, ce qu'on fait, et ainsi de suite, de savoir comment on se différencie, mais maintenant, il faut des médiums, des moyens de les véhiculer pour que ça devienne viral. C'est le moment où les gros marketeurs vont dire, oui, les tendances, c'est important, comme ça devient viral, c'est cool. Et ben là, c'est le moment où on va essayer de trouver des tendances qui nous correspondent. Parce que si ça ne correspond pas, ça peut donner un truc un peu comme McDonald's. Vous en avez peut-être pas entendu parler, mais McDo, par exemple, a fait des pailles, pas en plastique, en papier, pour dire que c'est écolo. Sauf qu'en fait, derrière, ils n'ont pas vérifié que c'était recyclable. Et du coup, ils les cramaient. Donc, c'était un désastre écologique pour faire du greenwashing. Donc ça, c'est un exemple de mauvaise utilisation de tendance. Parce qu'en vrai, McDo dirait juste, on n'est pas écolo. Désolé, les écolos, venez pas chez nous. Mais en fait, les gens diraient, OK, c'est pas grave, moi, je suis pas écolo, je vais manger du McDo. Et puis, si je suis écolo, j'y vais pas, en fait. Ça ferait pas plus de mal à la marque et au contraire, ça éviterait les bad buzz. Du coup, il faut choisir les bonnes tendances. Et ensuite, la partie communication, c'est tout le reste de méthode qui va permettre de communiquer les 3 points qu'on vient de voir. Du coup, chaque étape là qu'on va voir, à chaque fois, ça correspond à une grosse question. Je vais passer les 17 questions.
Et ensuite, je vais revenir dessus et essayer d'être synthétique et expliquer qu'est-ce qu'on fait là-dedans de manière globale. Pour que, une fois que, si jamais vous utilisez la vidéo YouTube, vous puissiez vous dire, OK, une question, c'est chelou, qu'est-ce que je dois faire avec ce truc-là? Vous pourrez reprendre le propos que j'ai dit là ce soir et potentiellement essayer d'aller plus loin avec. Et sinon, vous retrouverez ça dans le guide du branding aussi. C'est parti, il y a 17 questions, je les fais vite. Il y a qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta vision? Sur quelle vague, donc tendance, tu vas surfer? Qui y a dans ton marché? Qu'est-ce qui va te rendre unique? Donc là, on parle purement de différence. Le focus, qu'est-ce que vous devez enlever, ajouter pour que ça soit dans la justesse? Qui est-ce qui t'aime? Donc là, on va définir ta communauté. Qui est ton ennemi? Comment il t'appelle? Donc là, c'est le moment où on choisit le nom de votre marque, on le rechoisit si jamais ça a été loupé et qu'il faut en choisir un nouveau. Comment l'expliquer? C'est comment on articule tout ce qu'on vient de dire là dans les 10 phases précédentes. Répandre l'information, ça va être ce moment du coup de choisir les tendances, choisir vos touchpoints et réfléchir à des choses intelligentes pour partager, vous faire connaître. Ensuite, là, c'est comment se faire reconnaître, comment créer l'engagement qui a du sens parce que les gens ont envie de communiquer avec nous parce qu'on leur apporte de la valeur. Quelle expérience on fait? Donc, quelle expérience de marque en 14. Ensuite, on va parler de loyauté en 15. En 16, comment on fait grandir la marque. Et en 17, comment on protège votre portfolio. Donc là, il nous reste 7 minutes. Je les reprends une par une et j'explicite le propos. En gros, qui es-tu? C'est la pire des questions parce qu'elle est extrêmement simple, mais elle demande une réponse ultra compliquée. Et l'objectif, c'est de la rendre la plus simple possible, cette réponse-là. Donc ça va être très complexe. L'objectif, c'est de dire à quoi vous servez sur cette planète si vous montez ce truc-là. C'est quoi vos principes? C'est quoi vos valeurs? Genre, si on essaie de vous enlever ce principe-là, ça vous fait mal. C'est là-dedans qu'il faut définir tout ça. C'est tous les trucs qui vont pas bouger et qui font que votre marque, elle est qui elle est et elle n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que 15 personnes peuvent faire le même produit que vous, hein. L'important, c'est vous, qu'est-ce que vous apportez de différent, de plus aux personnes que vous servez? Parce que vous servez des gens, en fait, quand vous créez un produit, une marque, une entreprise. L'objectif, c'est d'apporter de la valeur en société. Des fois, on l'oublie, mais c'est ça. Ensuite, il y a qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est, on reprend l'exemple de Disney tout à l'heure, c'est pas est-ce que je fais Disney Plus ou pas, c'est qu'est-ce que je fais dans le sens est-ce que j'apporte du bonheur, de la féerie et ainsi de suite comme Disney ou est-ce que j'apporte autre chose? Là-dedans, c'est ça qu'il faut définir. Ensuite, il y a votre vision, donc on reprend les points 1 et 2 et on dit en quoi ça impacte le monde. J'imagine l'écosystème de ma marque, tous les acteurs de la communauté et maintenant, avec les points 1 et 2 qu'on a définis avant, comment je les impacte? Ça va donner quoi si j'imagine le truc, si je l'illustre vraiment dans la profondeur, si je décris en fait ma vision du monde? Est-ce que ma marque, je dois la monter parce qu'elle va aider la planète ou est-ce qu'elle va être néfaste? Et comment j'exprime ça, comment je l'articule et comment je visualise le truc? C'est ce qui permet de fédérer autour d'un mouvement. Par exemple, tout le monde kiffe le speech de Martin Luther King. C'est ça, c'est ce qu'il a fait. Sur quelle vague tu surfes? Je ne vais pas revenir dessus, c'est l'exemple de McDo tout à l'heure. Choisissez les bonnes tendances et essayez d'être créatif dessus de manière générale, on va dire. Donc pensez aux tendances auxquelles les autres pensent pas et utilisez-les si elles collent avec vous, avec qui vous êtes et ce que vous avez défini avant. Qui partage ton marché maintenant? Faut aussi bien penser marché très direct, genre je sais pas Disney+, il y a Apple TV sur le marché, enfin voilà. Mais en même temps, faut penser marché totalement indirect, en mode ok, Disney ils vendent de la féerie, de l'émerveillement, du bonheur. En fait, comme concurrent très 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 indirect en termes d'image de marque, il y a Coca-Cola. Et Coca-Cola, ils font quoi? Ils vendent de la féerie, du bonheur, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a des pubs à Noël avec le Père Noël et Coca qui propose au Père Noël de boire des bouteilles de Coca. Enfin, ça fait pas trop de sens, mais c'est ça qu'on nous vend derrière. Et du coup, peut-être que, vu que c'est des concurrents très indirects, on peut se dire, plutôt que les voir comme un ennemi, je vais m'associer à eux. Ça se trouve, en fait, dans Disneyland, dans tous nos parcs, à chaque fois qu'on propose du Coca, on va proposer du Coca et pas du Pepsi, en fait. Parce que ça véhicule la même image et ça permet de créer cette expérience-là qui est plus grande que nous. Ensuite, qu'est-ce qui vous rend unique? Donc là, il faudrait qu'on ait un cas très spécifique, qu'on prenne une de vos marques ou un truc comme ça et qu'on dise, OK, qu'est-ce qui vous rend unique? Là, maintenant, on essaie de définir tout ça. Du coup, je vais devoir prendre un peu de recul là-dessus et vous dire que là, l'objectif, c'est de dire, OK, c'est quoi votre singularité? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent de tout le monde? Genre, si il y a une personne sur cette planète qui a répondu aux 5 points précédents exactement de la même manière que vous, qu'est-ce qui vous différencie de cette personne? C'est ça qu'il faut essayer de mettre là-dedans. Et pas, quand je dis de cette personne, c'est au sens de votre marque, pas vous personnellement. Qu'est-ce que tu dois ajouter? Qu'est-ce que tu dois enlever? C'est cet exemple de focus que j'ai donné tout à l'heure. Je pense que c'était à peu près clair. J'ai besoin de revenir dessus ou pas? Non? Ok. En 8, qui vous aime, c'est définir votre communauté. Communauté au sens de, c'est pas seulement mes clients ou les gens qui vont acheter à la place de l'utilisateur final. La communauté, c'est toutes les personnes qui vont être impactées par ce que vous faites. Du coup, ça va être les personnes qui vous détestent, les personnes qui vous aiment, les personnes qui utilisent votre produit, les personnes qui voient votre produit, les personnes qui achètent le produit à la place de la personne qui va l'utiliser, comme des jouets, c'est les parents qui achètent pour les enfants, par exemple, qui font partie de l'écosystème. Du coup, là-dedans, l'objectif, c'est de réfléchir à tout ça et se dire, OK, comment on va les impacter
et qui on a envie de voir dans tout cet écosystème-là et comment on les aide en fait. C'est un peu ce truc de se dire si demain je monte une chaîne de bar à vin, les flics doivent être contents des poivreaux qu'ils ramassent quand ils viennent chez moi. C'est un peu ça le truc, c'est se dire comment j'aide des gens à, même ceux qui vont subir entre guillemets ce que je fais avec ma marque, comment je peux les aider même eux dans leur expérience. J'ai très chaud. Ensuite, comment ils vous appellent? Là, c'est la partie sur le naming. Il y a des agences qui font du naming, qui recherchent des noms toute la journée. C'est très complexe. Du coup, je vais pas pouvoir être exhaustif là-dessus. Dans le guide du branding, on a essayé de l'être. Globalement, il faut essayer de retranscrire le bon feeling, d'avoir un nom qui est facile à prononcer, qui est mémorable, qui renvoie le bon feeling, mais en même temps qui est satisfaisant à dire, à prononcer, et qui est légalement défendable et où on peut avoir un nom de domaine associé, quoi. C'est ça à peu près les grandes règles. Il y en aura d'autres que vous pourrez trouver dans des écrits comme celui de Martin Neumayer, par exemple. Comment expliquer tout ça? La question parle un peu d'elle-même. C'est le moment où on va se dire, OK, tout ce qu'on a vu avant, comment on le raconte sous forme d'histoire? C'est quoi la narrative qu'on donne derrière? Ensuite, on a comment répandre l'information. Ça va être le moment de choisir les bons touchpoints et de réfléchir à votre expérience globale pour se dire, OK, qui découvre quoi de ma marque, à quel moment, pourquoi, dans quelles conditions il est, et pourquoi je lui présente le truc à ce moment-là. Et là, faut être hyper créatif et pas forcément passer par les canaux classiques habituels, se dire, je vais faire du Google Ads parce que tout le monde fait du Google Ads, et puis je vais faire des réseaux sociaux parce que tout le monde fait ça, et puis en même temps, les influenceurs, c'est cool, du coup, je vais voir des influenceurs. Non, faut se dire, est-ce que ça a du sens pour votre marque, dans le point précédent. Créer de l'engagement, c'est le moment là où on va essayer d'aller en profondeur, en fait, sur votre communauté, comment on lui parle pour qu'elle nous réponde, qu'on puisse avoir des feedbacks, améliorer l'expérience, et réellement partager quelque chose de sincère, en fait, ensemble. Parce que, je le rappelle, c'est une relation, on a dit tout à l'heure, du coup, c'est pas que des interactions où vous parlez, faut qu'il y ait un échange, forcément. Sinon, vous n'avez pas de marque, entre guillemets, à mon sens. Quelle expérience? Là, ça commence à devenir long, je le vois un peu sur vos visages. Quelle expérience? Je vais vite, du coup, dessus. Quelle expérience? C'est le moment parce que vous avez défini plein de trucs dans 13 points précédents, en fait, vous allez réfléchir là à l'expérience de marque qui reprend ces 13 trucs-là et qui fait du sens. Au-delà de comment je véhicule l'information, c'est qu'est-ce que je fais vivre dans mon parcours utilisateur, dans mon produit, qu'est-ce qu'ils vivent dans la vraie vie, sur leur ordinateur, sur leur téléphone, à quel moment, pourquoi, et comment tout ça, ça s'associe jusqu'au moment où, quand ils vont m'appeler pour dire que le produit que je propose, il bug, comment je les accueille. Il y a Apple qui fait un truc incroyable là-dessus, on en parle dans notre podcast en profondeur. Genre, Apple fait un truc, c'est quand vous arrivez sur son SAV pour dire que, je sais pas, votre Mac, il marche pas, il vous propose de choisir la musique. Et ça, c'est un truc que personne ne propose. Mais en fait, vu que vous avez choisi la musique, du jazz, du classique ou de la pop, vous pouvez pas vous dire que la musique vous plaisait pas parce que vous l'avez choisie. Du coup, vous passez automatiquement un meilleur moment. Du coup, vous vous énervez pas sur la personne du SAV. Du coup, elle passe un meilleur moment. Du coup, la vie va mieux pour tout le monde, en fait. Et c'est ça la réflexion sur l'écosystème. Ensuite, il y a comment gagner leur loyauté. Donc là, on va opposer système de fidélité et système de loyauté. Un système de fidélité, si je caricature, en janvier, au moment des soldes, il y a des marques de fringues qui vont vous envoyer un SMS pour vous dire « Viens, achète ma merde ». Concrètement, c'est ça. C'est très égocentré, c'est moi je constamment. Et ça, c'est un système qui dit « Rends tes coordonnées pour que plus tard, je continue à te revendre des trucs que tu n'as même pas forcément envie d'utiliser dans le futur parce que ça se trouve, en fait, tu n'aimes pas ma marque et tu n'as pas confiance en moi, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui t'a proposé, une fois que tu as acheté mon produit, de rentrer dans la base de données et du coup, c'est cramé, je l'enlèverai jamais. » C'est la grosse caricature de tout ce qu'il faut pas faire, entre guillemets. Je dis pas que ça marche pas, c'est que des fois c'est bien fait, ça marche bien aussi. Du coup, l'opposé, c'est réfléchir à un système de loyauté. C'est se dire, plutôt que chercher à fidéliser des gens, donc récupérer quelque chose auprès d'eux, je vais peut-être, moi, essayer de donner ma confiance, moi, essayer de donner ma loyauté pour peut-être mériter de la recevoir à un moment donné. Donc c'est se dire, qu'est-ce que je peux donner gratuitement, qui fait sens à tout le monde, et sans même, par exemple, venir consommer chez nous, comment est-ce que ça peut les aider en fait? Comment je remplis ma mission même sans avoir besoin de dire à des gens de payer pour ce que je propose? Par exemple, notre guide du branding et tous ces trucs-là dont je parle depuis tout à l'heure, nous, c'est ça notre objectif derrière, c'est de dire, vu qu'on est vraiment là pour aider les gens à mieux communiquer de manière générale, en fait, je vais partager ça de manière gratuite. Et si les gens ils sont intéressés, ils viendront me voir dans tous les cas parce que si je suis dans la justesse et que je fais bien les choses, potentiellement, ils me feront confiance, ils viendront me voir derrière. J'ai pas besoin d'avoir peur de cacher tous mes secrets comme tout le monde et de faire comme tous les magiciens en me disant, ils ne sauront jamais ce que c'est ce card tricks là et ils pourront jamais le reproduire. Comme ça, je suis maître du truc. C'est ça qu'il faut pas faire. Enfin, selon nous, en tout cas. Ensuite, en 16, il y a
comment la marque va grandir. Imaginons, il y a une startup qui scale ultra vite sur 1 an et demi, ou alors d'ici les 20 prochaines années, ça se fait tranquillement. Il faut imaginer des scénarios où, si vous grandissez, comment ça se passe. Ça évite un jour, au bout de 3 ans d'existence, par exemple, que votre boîte tombe en PLS pendant 1 semaine et que vous soyez en mode « mais qu'est-ce qui s'est passé, notre image de marque, on n'avait jamais pensé à ça, comment on rattrape le coup ?» Si vous avez pensé à ce truc-là, vous pouvez le voir venir et transformer un problème en opportunité. Vous dire « ah, j'avais déjà pensé à ça, je l'ai déjà écrit dans la stratégie de marque, je vais relire le truc et par rapport au contexte, on va voir si c'est applicable et qu'est-ce que je peux faire. » Ça évite la PLS mentale de « oh, réunion de crise et comment on fait pour gérer ce truc-là si quelqu'un dit un truc qu'il fallait pas dire. » Et on arrive au tout dernier point, c'était dense, c'est protéger son portfolio. Là-dedans, c'est pas tellement de la méthode sous forme d'exercice, c'est de la méthode sous forme de ok, si un jour, je sais pas, vous avez une ligne de produits aussi grande que celle d'Apple, comment vous faites pour garder de la cohérence entre tous ces trucs-là, là? Parce que Apple, ils vendent vraiment pas tout et n'importe quoi, mais énormément de trucs différents pour des usages différents. Et ils arrivent quand même à garder de la cohérence, faire venir des gens pour ce truc-là, et que quand ils l'utilisent, ça ait toujours du sens, et ces différents éléments qui n'ont rien à voir entre eux arrivent à se relier. C'est incroyable en termes d'expérience. Il y a plein de marques qui le font. Apple, je suis désolé, je suis un peu fanboy, du coup c'est mon exemple go-to à chaque fois, mais c'est ça le truc, c'est comment protéger l'héritage de votre marque, entre guillemets. Du coup, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai pas trop cramé. Comme promis, si vous voulez retrouver la présentation, vous pouvez flasher le QR code. Là, on capte peut-être rien, du coup, gardez l'URL au cas où qui va s'afficher dans le navigateur. Je vous laisse ça rapido. Et après, je vais conclure. C'est bon pour tout le monde? Ouais. On a commencé avec Steve Jobs, donc on va finir avec Steve Jobs. On va boucler la boucle. Comme il disait, one more thing. Du coup, Emilien, je t'invite à me rejoindre et on peut le réapplaudir. Je vais prendre le micro, ça va être plus simple. Donc voilà, merci Alban. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses. On est d'accord? C'est bon? Non, vraiment, c'était passionnant. J'ai l'impression d'avoir eu une conférence TEDx un peu dans un amphi comme ça. C'était vraiment cool, vraiment. One more thing. J'ai un petit QR code aussi à vous faire flasher. Alors, vous êtes peut-être pas créa, mais flashez-le, ça fait du trafic sur le site et nous on aime bien. On va parler honnêtement. Alors, flashez-le et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux si vous aimez l'énergie qu'on essaye de mettre. Suivez-nous, faites tout ce que vous voulez. Si vous avez un cousin qui est graphiste, emmenez-le sur Crayon. C'est vraiment top, faut qu'il découvre. Si vous avez, je sais pas moi, votre beau-frère qui est graphiste, emmenez-le, il y a aucun souci. S'il est illustrateur, c'est pareil. S'il est motion designer, c'est pareil. Là, on va regrouper vraiment tous les créatifs dans une putain d'énergie et on va faire quelque chose de fou. Vraiment. On a vraiment cette croyance-là. Du coup, scannez-le et vraiment merci beaucoup Alban. Je pense qu'on peut le réapplaudir. Et du coup, on va passer aux questions. Je pense que vous en avez. Vous levez la main et je distribue le micro. Juste avant, je vais pitcher rapido Crayon d'un œil extérieur parce qu'on a eu une conversation d'1h30 et c'était pas pour rien. C'est genre, en fait, Emilien m'a appelé pour me dire grossièrement, j'ai été sur Malte, c'était chiant parce qu'en fait, le besoin client est pas respecté et de manière générale, moi, on me respecte pas en tant que freelance. Du coup, je vais essayer de trouver un moyen de faire en sorte que ce truc-là, ça n'existe plus. Et du coup, il a créé une plateforme où il a passé 9 mois à faire du no-code et du low-code pour pouvoir proposer une expérience qui va plus loin que Malte et qui permet du coup de remettre les enjeux clients et freelance au cœur du sujet, faire en sorte qu'il y ait de la discussion, qu'on prenne le brief, qu'on le déconstruise, qu'on le reconstruise ensemble et derrière que ça puisse avancer pour la justesse et pour dans la bonne humeur en fait, plutôt que de se dire sur Malte, montrer un bon visage, dire qu'on est à 500 balles la journée et pleurer derrière notre écran. C'est ça que moi j'en ai retenu. Merci beaucoup. Et ouais, juste pour compléter avec un exemple vraiment concret, j'ai fait beaucoup de rencontres avec plein de freelances sur Nantes. J'ai eu une rencontre qui m'a marqué. C'est une directrice artistique qui était un freelance que vraiment j'apprécie beaucoup son travail. Je pensais qu'elle était blindée de taf, que vraiment elle choisissait ses clients quoi.
Et en fait, elle bossait dans un coffee shop. Donc, ça montre un peu qu'il y a un problème, que cette personne-là, elle n'a pas su se vendre, et nous, on va lui permettre de se vendre. Voilà l'impact qu'on va vraiment avoir et qu'on veut avoir. Maintenant, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Est-ce que quelqu'un a des questions? Bonjour, Corentin. J'avais une question pour beaucoup d'Apple dans ta présentation. Je me demandais est-ce que tu penses que le modèle branding d'Apple est inégalable, intemporel, et qu'il a posé des bases à jamais, finalement? En fait, ce que fait Apple, il y a beaucoup de marques qui le faisaient depuis très longtemps. En fait, Apple a un positionnement luxe dans le domaine de la tech. Du coup, tu reprends toutes les marques de luxe, ils réappliquent juste les mêmes choses, en fait. Clairement, Steve Jobs, il a rien, enfin, comment dire, c'est pas pour essayer de réduire le truc, mais il a rien inventé de nouveau. Il a très bien compris des trucs qui marchaient depuis la nuit des temps, en fait. Il y a une présentation que tu peux retrouver sur YouTube de Steve Jobs qui parle de les produits laitiers aux US. Il y a une époque où, en fait, ils vendaient des slogans en disant que les produits laitiers, c'était bon pour ta santé, tu vois. Et au bout d'un moment, les gens se sont rendus compte que c'était pas vrai. Du coup, il y avait un problème de confiance. Ils ont changé leur slogan, ils ont dit Goat's Milk, un truc qui dit juste achète du lait. Et en fait, ça a tout changé et les ventes, elles sont remontées, tu vois. Steve Jobs, ce qu'il a compris, c'est ça, c'est comment faire du branding, comment faire en sorte que les gens aient confiance dans ce que tu fais. Du coup, t'es honnête, t'es empathique, tu dis la vérité, enfin ce genre de truc, tu vois. Du coup, Apple, pour répondre à ta question de la manière la plus juste, je pense, c'est ils ont rien inventé d'incroyable, ils ont juste utilisé plein de trucs incroyablement bien. Et je pense que tu peux t'en inspirer, mais qu'il y a clairement pas que ça comme marque qu'il faut aller regarder. S'il y a un autre exemple que je dois donner, c'est Patagonia, là, dernièrement. C'est pas du tout un truc qu'ils ont produit en équipe, c'est le patron qui est resté fidèle à ses ambitions, qui a pas revendu sa boîte en mode je me prends toute la thune et je me casse. Il a donné sa planète, et je le cite, à la Terre, tu vois. Il a rendu sa boîte à la Terre. Il a fait en sorte que les gens qui dirigent la boîte dans les prochaines années puissent pas faire changer les objectifs et que ça puisse juste rester quelque chose d'éthique, de juste et ainsi de suite. Du coup, en fait, il y a plein d'exemples qui sont aussi bien dans la stratégie, dans la réflexion, dans les croyances et dans le système de croyances comme Patagonia. Et il va y avoir aussi de l'exécution qui va être très liée au marketing comme Apple, par exemple. Tu vois. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon. Pas d'autres questions? En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à un petit mouvement, enfin même un gros mouvement depuis 3 ans, il me semble. France Design Week. On a 2 personnes ici qui sont hyper importantes sur Nantes pour ce mouvement. On a Vincent et puis on a Rosen. Je pense qu'on peut les applaudir parce que il y a vraiment 60 événements, je crois, à Nantes. C'est ça? En 3 semaines? 95 même. On fait monter les enchères. Non, vraiment, c'est incroyable. Vraiment. Donc, il reste 2 jours. C'est jusqu'au 28, il me semble. Allez-y. Allez en sortant. Vous regardez France Design Week. Bon, il n'y a pas de réseau ici. Hein, regardez pas maintenant. Mais vous sortez. France Design Week. Et franchement, il y a plein d'événements. Il y a un événement où c'était sur la typo il y a pas longtemps. J'y suis allé. Alors la typo, peut-être que vous vous dites, ok, Comics sans MS, Arial. Non, c'est vraiment incroyable la typo. Laissez-vous embarquer par l'univers de ces personnes-là, c'est vraiment fou. Merci beaucoup. Merci Mental Breakdown. Allez voir leur site, il est vraiment génial. Il y a plein de ressources. Merci Alban. Merci Johan. D'ailleurs, Johan, normalement, semaine prochaine, il y aura une conférence. On vous en renverra un petit mail. On est encore là pendant 3 semaines, on va vous saouler. C'est ça. C'est une série Netflix, en fait, ce qu'on fait. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Au revoir.